Donc nous allons écouter Sébastien qui va vous parler du titre qu'il a écrit dans sa présentation. Et on va parler de lithium. D'Evo Morales. Un peu, oui. Ouais, très bien. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation au séminaire du LEAD que je suis très content de retrouver après avoir été impliqué au début de cette aventure. Je suis content que 10 ans après, le LEAD existe encore. C'est pas évident. Il y a 10 ans, c'était pas évident que ça allait fonctionner cette histoire. Merci Mathieu. Alors, à la demande des organisateurs, je vais aborder aussi aujourd'hui la question de l'exploitation du lithium, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle du lithium entre Chili, Argentine et Bolivie, dans les Andes. Alors ma présentation sera beaucoup moins jolie que celle de la collègue qui a parlé avant. J'ai un peu honte, à vrai dire, de mes diapositives artisanales, mais enfin, je voudrais bien me pardonner. Alors, peut-être, avant d'en rentrer dans le vif du sujet, dire quelques mots sur comment est-ce qu'on peut concevoir cette géopolitique des ressources naturelles, notamment par rapport à la question énergétique. C'est juste quelques points peut-être de réflexion, mais qu'on pourra éventuellement reprendre dans le débat. Quand on parle de géopolitique des ressources naturelles, on a une question qui est relativement classique, qui est celle du contrôle par les États, par un certain nombre d'acteurs économiques des ressources stratégiques, qui insèrent ces ressources stratégiques dans des chaînes globales de valeur qui vont aller de la mine au consommateur, au recyclage, mais qui comprennent non seulement des étapes de transformation matérielle, comme aussi des étapes financières de valorisation de ces produits. Par rapport à ça, quand on est géographe, on s'intéresse plutôt aux reconfigurations territoriales associées à ces dynamiques, notamment au rôle des États, au rôle des populations locales et comment finalement la façon dont on va accéder, dont on va valoriser un certain nombre de ressources peut modifier les territoires. Alors, cette présentation, je l'ai intitulée « Économie politique de l'exploitation », c'est-à-dire que j'ai envie de parler de la façon dont, dans des situations qui, vous allez le voir, sont assez semblables, très fortement comparables d'un point de vue géologique, on a des mises en place de systèmes d'exploitation assez, même profondément différents entre l'Argentine, le Chili et la Bolivie pour l'exploitation du lithium. Et ces systèmes d'exploitation sont associés à des acteurs différents et à des modalités différentes de partage des ressources. Tout cela, donc, je l'associe également à ce qu'on appelle aujourd'hui la géographie critique des matérialités, c'est-à-dire finalement comment on prend en compte la matérialité du monde qui nous entoure, comment on fabrique des substances, comment on les qualifie, comment on les valorise, comment on en parle, quel type de manipulation on leur fait subir. Alors, quelques points après sur cet exposé plus spécifique. J'ai mis question de méthode parce que depuis une dizaine d'années, on a beaucoup de développement sur le lithium donc des Andes. Si certains d'entre vous sont intéressés, je peux faire passer des références bibliographiques. Moi-même, c'est une région où j'ai un peu travaillé, mais il y a déjà quelques années. Donc ce que je vais vous présenter ici, c'est largement lié à ce que j'ai pu retrouver dans la bibliographie et dans un certain nombre de sources accessibles. Dans ces sources accessibles, il y a des sources qui sont inabordables quand on est dans un labo normal. Donc ça aussi, c'est une question, je pense, quand on parle de géopolitique des ressources, c'est-à-dire il y a des sources d'infos qu'on a ou qu'on n'a pas, soit parce qu'on n'a pas l'argent pour acheter le rapport qui vaut 6 000 balles, 7 000 balles, sans qu'on sache d'ailleurs s'il est intéressant ou pas. Ou BRGM, vous avez tout cet argent. Hein. Et puis, il y a aussi évidemment des données que les compagnies ne communiquent pas parce qu'elles relèvent du secret industriel. Et donc, on est forcé de reconstituer des systèmes à partir de, disons, de variables proxy. Par rapport aux travaux qui existent, il y en a pas mal donc, qui sont focalisés sur la question du lithium aujourd'hui, notamment des travaux que fait actuellement Audrey Serrandour qui fait sa thèse sur ce sujet-là. Je trouve que tous ces travaux qui sont très focalisés sur l'altiplano andin, ils loupent souvent quelque chose qui est autour des penser véritablement les chaînes globales, c'est-à-dire on regarde ce qui se passe très localement en Argentine, en Bolivie, dans les villages. Ça, on arrive à bien le connaître, mais après, comment tout cela fonctionne à l'échelle du globe, c'est plus compliqué. Et de la même façon, on a tendance aussi à avoir une approche très focalisée lithium,
alors qu'il se passe d'autres choses dans la région dont il est question et que ça n'est pas sans importance. Je vais essayer de le montrer un peu vers la fin. Alors, quelques éléments d'abord sur la course au lithium. On peut en parler longuement, mais enfin, bon, ça, c'est le rapport de l'AIE sur la mobilité électrique, Global EV Outlook. Donc, ça, c'est des chiffres qu'on sait et qu'on connaît, c'est-à-dire la part croissante que devraient connaître les véhicules électriques dans le parc automobile mondial et lié donc à la multiplication de leur nombre. Bien évidemment, et ça on le sait déjà, hein, en Chine et secondairement en Europe et aux États-Unis. Et c'est bien évidemment ce qui tire l'intérêt pour le lithium, c'est moins ça, 2018, que ces perspectives 2030. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans un débat de savoir ce que valent ce que vaut cette prospective. Il y a de nombreux scénarios, mais tous s'accordent pour dire que ça y est, la voiture électrique va progressivement remplacer notre voiture à moteur thermique ou dans des systèmes hybrides. Et on pourrait en discuter longuement. Et ce qui est associé à cela, et il faut quand même en tenir compte, c'est qu'on a des nouveaux acteurs de ces transformations. Il y en a un qu'on connaît, parce que c'est Tesla, parce que les voitures de Tesla sont dans nos rues, sont aussi dans les rues chinoises. Mais, et puis, il y a une surmédiatisation de ce groupe, mais il y a des groupes chinois comme BYD qui se positionnent dans des secteurs très particuliers parce qu'on est à la fois pour BYD dans de la mobilité électrique, donc le véhicule, mais aussi l'équipement donc de centrales photovoltaïques avec les systèmes de stockage. Donc des compagnies qui repensent finalement un certain type de style d'activité industrielle entre l'énergie, le transport qui n'existait pas auparavant. Et cette compagnie qui a été fondée il y a une vingtaine d'années connaît une croissance spectaculaire en Chine, mais aussi elle est présente en Amérique latine où elle commence à offrir un certain nombre de services. Alors on pourrait discuter beaucoup de la signification de ce passage annoncé à la voiture électrique, mais il a nourri en tout cas l'appétit pour le lithium, puisque jusqu'à présent, les principales attentes étaient que toutes ces voitures seraient équipées de batteries au lithium. Enfin, moi, je suis que géographe, donc si des chimistes après veulent revenir sur la question du lithium, moi, ça m'intéresse en tout cas de savoir jusqu'à quel point on va s'en servir. Ce qui est certain, c'est que ça a créé jusqu'il y a 2-3 ans une espèce d'appétit considérable pour le lithium. Alors le lithium, il est commercialisé sous 2 formes qui sont soit du carbonate de lithium, soit l'hydroxyde de lithium. Bon, vous voyez, les courbes de toute façon sont parallèles. Donc le prix a très fortement augmenté jusque vers 2016. Et depuis 2 ans, les prix du lithium se sont tassés. Donc la course au lithium, elle est aujourd'hui un petit peu en stand-by parce qu'on attend aussi de voir quelles vont être effectivement la demande des marchés pour les batteries. Mais pendant ce temps-là, la plupart des entreprises se sont positionnées pour sécuriser l'accès à des ressources en lithium, notamment dans la région andine. Alors, du lithium, où y en a-t-il ? Alors, ces chiffres-là, c'est les chiffres de USGS, donc du service géologique des États-Unis sur le lithium. Comme vous le voyez, en 5 ans, bon, la production de lithium mondiale, elle a quand même été multipliée par 3, donc c'est quand même une croissance considérable. Et vous voyez, parmi les pays qui produisent du lithium, vous avez une très forte croissance en Australie, mais vous avez eu une croissance aussi très importante en Argentine et au Chili, dont je vais parler un peu plus tard. Après, il y a 2 concepts qui rentrent en ligne de compte, les réserves et les ressources. Donc les réserves, c'est en gros, on sait qu'on va pouvoir l'exploiter. Les ressources, on pense qu'un jour, on ira peut-être les exploiter. Donc les chiffres de la dernière colonne, sont des chiffres beaucoup moins sûrs, dont ils rentreront peut-être dans des systèmes de production si des conditions
techniques et économiques le rendent possible, et ça amènera certainement à revoir ces chiffres. Si, quoi qu'il en soit, hein, vous voyez que si on regarde les réserves, on a des réserves très importantes au Chili, où il y a presque 9 millions de tonnes de lithium, en Argentine, où il y en a pas loin de 2 millions, et puis, bon, Zimbabwe également, qui en a. Et puis, si on regarde les ressources, on a des chiffres qui sont beaucoup plus hypothétiques, et quand on a ces chiffres de ressources, il y a une part de mirage hein, toujours dans ces chiffres de ressources. Là, pour le coup, sur les 80 millions qui sont estimés, on en a une grosse moitié hein, entre Bolivie, Argentine et Chili, donc dans ce triangle, ces trois pays du lithium au cœur de l'Amérique du Sud. Donc on va se concentrer sur ces trois pays et voir ce qui se passe dans ces trois pays avec le lithium, donc ce qu'on appelle aujourd'hui le triangle du lithium. Alors voilà une première vue, c'est simplement la carte Google Earth. Après je vais donner quelques explications, mais ici on est à la frontière triple entre l'Argentine, la Bolivie et le Chili. J'ai utilisé ça plutôt, donc l'Argentine là, le Chili ici, la Bolivie plus au nord, et on est ici dans la cordillère des Andes, dans une région de haut plateau qui va aller entre 2000 mètres par ici jusqu'à plus de 4000 mètres par là, donc on est très haut. Et dans cette région, on trouve les grands lacs d'altitude, les salars ou los salares, qui sont des lacs donc, dans lesquels les eaux de pluie, qui sont peu abondantes, je vais y revenir, ruissellent et ont progressivement concentré les minéraux, dont le lithium. Alors, le plus grand de ces salars, il est ici, en Bolivie, c'est le salar de Uyuni, qui mesure à peu près 10 000 km², c'est-à-dire la taille moyenne d'un département français. Donc, c'est une gigantesque étendue saline. Alors, si vous êtes allé en Bolivie, vous êtes certainement allé au salar de Uyuni, qui est un spectacle absolument unique, hein, que ces croûtes de sel sous le ciel toujours bleu des Andes. Je fais pas mal le teaser touristique. Voilà, mais il faudrait que le lead finance peut-être une mission. Ah, qu'est-ce que le BRGM, ils ont plus d'argent. Donc, première chose, donc ces salars d'altitude. Alors, tous ne contiennent pas du lithium dans les mêmes concentrations. Hein. Certains sont plus intéressants que d'autres. Et pour revenir un petit peu à la géographie de cette région, je l'ai dit, on est très haut dans la cordillère. Deuxièmement, c'est très sec. Alors, il y a des chiffres de pluviométrie qui peuvent être de 20 mm par an, 30 mm par an, avec par contre une évapotranspiration qui est considérable, puisque c'est très ensoleillé. Et c'est peu peuplé, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas peuplé, c'est peu peuplé. Et nous sommes également hein, aux marges, dans la périphérie des territoires nationaux. La capitale, Buenos Aires, c'est à 2000 km. Santiago, c'est 3000 km à peu près, je pense, ou 2500. La Paz, c'est assez loin aussi, hein, sauf la Bolivie, c'est la partie peut-être la plus peuplée de cet ensemble. Mais on est en périphérie des territoires nationaux, et je crois que ça aussi, ça joue dans les dynamiques qui sont en train de se mettre en place. Je vais plutôt continuer là-dessus. Alors, de surcroît, c'est une région qui a connu des redéfinitions de frontières à la fin du 19e siècle, puisque, bon, j'ai trouvé cette carte qui n'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais c'est pour l'instant le moins mauvais que j'ai sous la main. Là, vous avez une idée de ce qu'étaient ces pays avant la guerre du Pacifique, hein, qui se produit dans les années 1880 et qui va amener le Chili à conquérir cette partie du territoire bolivien et une partie du territoire péruvien. Donc, les frontières actuelles là sont figurées en noir, mais il y a 150 ans, on avait un autre tracé frontalier, ce qui fait d'une part que bon, cette région-là, qui était surtout une région bolivienne en fait, a été partagée entre l'Argentine, le Chili et un petit bout qui est resté bolivien, et que
vous le savez aussi, pour la Bolivie, la perte de ce territoire par rapport au Chili est un drame national qui est encore aujourd'hui sujet de réclamation et de lamentation. Alors, dans cet ensemble donc, des salars, on va trouver donc les grands dispositifs d'exploitation du lithium hein, qu'on exploite simplement, apparemment en tout cas, par évaporation de la saumure qui est extraite dans les lacs d'altitude. Si j'ai bien lu les travaux des géologues, le lithium se trouve plutôt dans des couches au-dessous de la couche de sel, donc on fait des forages pas très profonds, et puis on récupère de la saumure chargée de différents sels, dont du lithium, mais aussi du magnésium ou du chlorure de sodium. Sur ces salars, vous avez eu traditionnellement d'exploitation juste pour le sel alimentaire hein, qui était utilisé par les populations locales. Alors, si on regarde un peu plus dans le détail, ça, c'est un schéma que je reprends à l'une des compagnies. Le système d'exploitation du lithium, il y en a plusieurs, et c'est un petit peu plus compliqué que juste faire évaporer la saumure pour racler le sel. On rajoute un certain nombre de réactifs, il y a des processus d'osmose inverse, on rajoute de la chaux, donc on doit aussi rajouter de l'eau pour faire les mélanges. Donc c'est un processus qui est un peu plus complexe que simplement, si vous voulez, les marais salants qu'on peut connaître. Et voilà, hein, ces polygones, hein, ces parcelles d'exploitation là sur le salar d'Atacama, donc dans la partie chilienne. Alors, aujourd'hui, je vous le disais initialement, tout ce territoire est donc fait l'objet d'un appétit très important de quelques entreprises minières. Notamment, vous avez le principal producteur de lithium aujourd'hui, c'est Albemarle, qui est une firme américaine, qui a développé des nouveaux projets en Australie et qui est le principal actionnaire de Sokimich, donc, qui est la seule compagnie actuellement exploitant le lithium au Chili et laquelle s'est développée également vers l'Australie. À cela s'ajoutent des nouveaux entrants, plutôt en Argentine, donc Orocobre, qui est une entreprise qui est cotée à la bourse de Sydney. Donc on retrouve des acteurs, il y a un pied en Australie, un pied sur les Andes, et puis Eramet, qui a un projet qui est en train de se concrétiser, semble-t-il, d'exploitation du lithium en Argentine. Et bon, le fait que Eramet se fasse du nickel aussi est peut-être pas étranger à cet intérêt pour le lithium. Même si, bon, ça paraît en tout cas plus compliqué que ce qu'ils avaient prévu initialement. Alors sur cette carte, hein, on a une petite idée de tous les projets qui ont été enregistrés hein, pour l'exploitation du lithium en Argentine, qui est vraiment le pays où les projets se sont multipliés ces 5 dernières années avec de multiples acteurs. Certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont des grands groupes industriels. Et puis, on trouve aussi des acteurs plus modestes qui, parfois, montent des projets de lithium, manifestement dans l'idée après de les revendre à des acteurs plus puissants. Donc, on a une espèce aussi de spéculation, si vous voulez, sur les droits miniers à venir sur ces étendues salées et chargées en lithium. Et puis, on va trouver aussi des projets d'acteurs chinois. Donc ça, c'est le groupe chinois Ganfeng, qui a donc un projet en Argentine vers Mariana, là, d'exploitation du lithium. Alors, si on regarde après d'un peu plus près la carte, on se rend compte qu'il y a quelques erreurs sur la carte, mais ce qui donne une idée du niveau d'information aussi qui peut exister au groupe Ganfeng, mais en tout cas, ils ont leur projet de lithium en Argentine. Alors, maintenant, quelles sont les questions qui se posent localement? Il y a une question qui se pose beaucoup en Argentine, c'est les rapports avec les communautés locales. On a 4 peuples principaux qui habitent cette région, donc Atacameños, Quechua, Aymaras et Coyas, qui parlent des langues différentes d'ailleurs et qui ont des identités ethniques différentes.
et qui vont rentrer dans différents types de relations avec les compagnies minières. Pour faire simple, sur une question qui est relativement complexe, au Chili, ces relations se sont mises en place depuis plusieurs décennies. Et il y a un modus vivendi qui s'est installé entre les compagnies, les communautés qui habitent autour du Salar et Soquimich qui exploitent cette étendue, qui est faite d'aide à la communauté pour un certain nombre de projets et qui permet à la compagnie de travailler dans des conditions, dans de bonnes conditions, tout en améliorant un peu la vie des gens qui habitent dans ces villages, mais uniquement ceux dont proche, si vous voulez, de la mine. En Argentine, les nouveaux projets se sont accompagnés de revendications parfois importantes, notamment dans la partie nord, dans la province de Jujuy. Donc, vous voyez, les gens qui disent « nous ne mangeons pas des batteries », donc il faut arrêter ces projets, et qui réclament soit l'arrêt, soit des arrangements qui leur soient plus favorables avec les compagnies minières qui s'installent. Et je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est des territoires qui sont quand même des territoires peuplés, des territoires ancestraux, et que, on comprend aussi ces tensions. Et une des tensions majeures qui se pose, c'est autour des usages de l'eau. Dans la bibliographie qui existe, la question de l'usage de l'eau par les exploitations de lithium n'est pas claire. C'est-à-dire que certes, on va pomper de la saumure dans le lac, donc ça a probablement des effets sur les écoulements souterrains, lesquels on n'en sait rien, mais on voit bien que si la surface de l'eau baisse petit à petit, les écoulements vont être modifiés. Et puis, les compagnies ont besoin d'eau aussi pour déplacer les solutions, mélanger avec des réactifs. Donc, il y a une consommation d'eau qui est mal évaluée, en fait. Et vous voyez le paysage, l'eau est rare, et donc pour ces populations qui pratiquent l'élevage, la modification même minime des écoulements peut être tout à fait critique. Alors, par rapport à ça, il y a je vais décrire brièvement 3 organisations nationales. Au Chili, donc, il y a une seule compagnie qui exploite le lithium, SQM ou Soquimich, qui a une longue histoire de travail dans le nord du Chili, puisque c'est la compagnie qui, avant d'exploiter le lithium, exploitait les nitrates, donc qui étaient utilisés comme engrais, et qu'ils sont encore, il y a encore quelques sites d'exploitation des nitrates, et qui est passé sur le lithium. Et le lithium a été déclaré dans les années de la dictature ressource stratégique. Moins en pensant aux batteries qu'en pensant aussi à ses usages dans l'industrie nucléaire, puisque le lithium est utilisé également dans l'industrie nucléaire. Cette compagnie Soquimich a été privatisée dans les années 80, donc sous la dictature. Bizarrement, c'était plutôt des gens qui sont proches du régime qui l'ont racheté et qui l'ont revendu la plupart des actions donc à Albermel, dont je parlais tout à l'heure. Cette compagnie a été récemment impliquée dans des scandales politiques de financement de la classe politique chilienne en échange d'appui pour développer ses affaires. Et elle a un avantage tout à fait unique, c'est qu'elle a l'exclusivité d'exploitation des ressources du Salar d'Atacama, c'est-à-dire l'État chilien s'est engagé à ne pas donner d'autres concessions d'exploitation du lithium. Donc ils ont un monopole de fait sur cette exploitation, en échange d'un paiement de droits d'exploitation qui sont relativement élevés, qui sont d'autant plus élevés que le prix du lithium est élevé. Donc c'est un système qui est plutôt, pour le coup, plus favorable pour le budget de l'État. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ne payent pratiquement rien aux gouvernements locaux, mais ils versent directement, au titre de la responsabilité sociale des entreprises, aux communautés proches ou affectées par l'exploitation du lithium. En Argentine, l'exploitation du lithium a été plus tardive. Elle date, je dirais, des 10 dernières années, même des 5 dernières années. Et c'est là qu'on a eu l'arrivée de grands groupes internationaux, souvent avec des partenaires locaux. Et là, les gouvernements locaux, dits provinciaux, ont mis en place des compagnies minières publiques, donc, mais locales, qui s'associent aux acteurs industriels internationaux dans l'exploitation du lithium.
ce qui n'empêche pas les conflits avec les communautés locales. Si on regarde de plus près, on se rend compte là pour le coup qu'en Argentine, ce que payent les groupes industriels est très faible par rapport à ce qu'ils payent au Chili, parce qu'ils payent principalement en fait aux gouvernements locaux qui ont des pourcentages de royalties extrêmement faibles. Et puis la Bolivie, peut-être juste pour l'Argentine, cette carte donc dressée par Silvina Carrizo qui montre justement les nombreuses salares qui sont les points bleus qui sont en phase d'exploration avec des projets donc pour développer l'exploration du lithium et puis bon 2 ou 3 sites qui sont déjà exploités. En Bolivie, comme vous le savez peut-être, le lithium a attiré l'attention et donc en 2008 le président Morales avait déclaré que le lithium était une ressource nationale et qu'il voulait créer une industrie nationale du lithium pour industrialiser celui-ci et donc produire des batteries, voire des véhicules électriques qui auraient permis à la Bolivie de enfin valoriser une ressource naturelle, puisque la Bolivie c'est un pays qui a énormément de ressources naturelles qui vont de l'étain au gaz, en arrivant aujourd'hui au lithium, mais qui ne sait pas bien quoi en faire, sinon les exporter sans transformation. Ce processus de création d'une industrie nationale du lithium a été très lent. Il a été piloté très directement par la présidence de la République, sans réelle participation des acteurs locaux, je veux dire des territoires concernés, et notamment par une filiale de la Comibol, donc la commission minérale de Bolivie, qui, d'après les collègues qui font du terrain dans cette région, n'a pas été très active dans le développement effectif des gisements. Donc on a eu plutôt aujourd'hui une frustration qui s'est installée en Bolivie par rapport à ces promesses qui ont été, n'ont été que tempérées, si vous voulez, par l'ouverture en grande pompe d'une usine pilote de production de batteries qui, comme par hasard, a été fournie par un partenaire chinois au gouvernement bolivien. Donc la Chine qui vient, en tout cas les acteurs chinois qui viennent mettre leur carte dans ce jeu. Alors, on pourra en parler longuement ici, mais vous le savez que Evo Morales a quitté la présidence un peu précipitamment à la fin de l'année dernière. Le fait que, il me paraît certain, même si on ne peut pas savoir si le lithium a été la cause de son renvoi, c'est beaucoup plus complexe que ça, qu'on aura en Bolivie un gouvernement qui sera beaucoup plus favorable à l'arrivée d'acteurs extérieurs pour exploiter les gisements de lithium sans se lancer dans la création d'une filière complète qu'on n'arrive pas à mettre en place. Et puis, peut-être pour aller vers la fin de cet exposé, se dire que le lithium, ce n'est qu'une partie en fait des activités énergétiques qui concernent cette région du nord, de l'Argentine et du Chili. À gauche, une carte qui était surtout centrée sur le Chili. Mais c'est une région qui devient importante par rapport aux problématiques énergétiques actuelles. Déjà, c'est une des grandes régions de la production du cuivre, qui est quand même important pour fabriquer du matériel électrique. Et puis, c'est aussi une des régions particulièrement favorables à l'implantation de parcs solaires, que ce soit du photovoltaïque ou ici un parc solaire thermique qui a été mis en place. Donc, on peut aussi se dire qu'il n'y a pas que le lithium, mais il y a aussi ces autres projets autour des énergies renouvelables qui sont en train de reconfigurer l'espace régional. Et une des questions, enfin il y a deux questions que moi je me pose, c'est d'abord, est-ce qu'il y a des bénéfices en termes de développement, pour dire des choses dans un langage relativement simple, c'est-à-dire est-ce que les compagnies, est-ce que les populations dont on a vu un peu les photos tout à l'heure, quels sont les bénéfices qui leur parviennent, puisque on a des parcs solaires, mais les villages n'ont pas forcément l'électricité dans cette région-là. Donc, quand même une question. Et puis, il y a une autre question plus géopolitique, c'est-à-dire est-ce que les États, malgré le passé
conflits frontaliers, de redéfinition frontalière, est-ce qu'ils sont aujourd'hui en mesure de s'intégrer davantage autour de ces projets énergétiques et bon, il semble qu'il y ait quelques éléments de coopération au moins sur un certain nombre de sujets de réflexion. Alors, je finis par là. Aujourd'hui, donc, il y a eu beaucoup d'intérêt pour le lithium, il y a eu beaucoup d'attentes. J'ai dit au-delà, mais c'est plutôt en deçà de ce qu'est la production d'aujourd'hui réelle, mais on a un certain nombre d'acteurs qui sont prêts à y aller si les marchés, si les prix donnent un signal qu'ils interprètent positivement. Les États ont fait des choix très fortement différenciés de type de développement, donc c'est très intéressant à regarder parce que on a des conditions, disons, géographiques et sociales qui se ressemblent beaucoup, mais on a des modèles d'exploitation très différents. Donc, se demander quels sont les effets de ces modèles est tout à fait passionnant. On a une difficulté à passer du potentiel à l'exploitation, autrement dit, on a une poule aux œufs d'or, mais on ne sait pas très bien comment la faire pondre. On pense qu'elle va pondre des œufs d'or, mais est-ce qu'il faut la caresser dans le sens des plumes ou non, on ne sait pas. Et par rapport à cela, un discours tant en Argentine comme en Bolivie qui est toujours le même, c'est-à-dire une espèce de mythification des ressources naturelles dans le potentiel de développement, dans le potentiel d'enrichissement qu'elles représentent, sans qu'il y ait véritablement la pensée d'une stratégie réelle de mise en valeur, notamment au niveau de ce qui pourrait être la recherche sur ces ressources et encore moins sur les capacités d'industrialisation. Du coup, pour le moment, les bénéfices locaux sont très limités, voire même l'exploitation du lithium, elle entraîne des rejets. Et puis, bon, il y a l'horizon de savoir si on ne pourrait pas penser là, mais ça c'est un peu une vision un peu utopique de géographe, c'est-à-dire d'une espèce de grosse batterie pour le continent avec des parcs solaires et des batteries au lithium qui pourraient amener de l'électricité dans toute cette région. Voilà, je vous remercie. Une jolie photo. Après, qu'est-ce qu'on fait ? Je rappelle les règles du jeu. On pose quelques questions de précision à Sébastien et puis on garde les questions existentielles et philosophiques pour mon Timothée, parce qu'il est dans le fond à gauche. Juste me demander de quoi ils vivent en fait ces communautés autochtones, parce que ça a l'air totalement désertique. Et si c'est qu'on pense comme des autochtones, ils doivent avoir un mode de vie assez. Enfin, tu vois, ils vivent des ressources naturelles, comment ils vivent. Ouais, sobrement, mais à quel point sobrement? L'activité traditionnelle, c'est un petit peu d'agriculture et d'élevage. Parce qu'on a quand même, là j'ai montré des photos de l'altiplano, mais il y a des points d'eau, donc il y a un peu d'élevage, un petit peu d'agriculture, mais depuis plusieurs générations, c'est des communautés qui vivent déjà beaucoup des mines. J'aurais peut-être pu parler, donc votre question tombe bien. C'est-à-dire quand vous allez dans les communautés, les femmes sont là, les hommes sont partis à la mine, qui est loin dans la montagne, et ils font des tours dans les mines, donc c'est comme ça qu'il y a de l'argent qui rentre dans les communautés. Et une des questions, un des débats avec les compagnies, c'est combien d'emplois viendront. Et bon, vu les types de processus qu'il y a sur le lithium, qu'on n'a pas encore totalement automatisé, comme vous nous l'avez suggéré, en mettant tout contrôlé à distance par un mec qui va être à trappe avec un écran de contrôle, il y a une question quand même sur la génération d'emplois local. Puis après, en troisième lieu, je dirais, il y a quand même du tourisme aussi qui s'est plutôt développé dans ce point-là. Oui, il faut le trouver, le modus vivendi. Arnaud, je m'interrogeais sur l'acheminement du lithium à partir des mines vers les ports, éventuellement, notamment en Bolivie, qui n'a plus d'accès à la mer. Oui, comme la Bolivie n'a pas produit de lithium, la question ne s'est pas posée, donc c'est une réponse un petit peu facile. Je ne sais pas quelle était la filière logistique pensée par les Boliviens. Quand on va et après, les quantités produites ne sont pas énormes, hein, c'est quelques milliers de tonnes, donc quelques milliers de tonnes, ça se balade assez bien sur des camions, quoi. Et Jacques. Oui, Jacques. Oui, sur le plan géologique, les endroits au monde où on trouve du lithium, c'est toujours des formations de ce genre ou... Non, il y a du... J'étais pas là tout à l'heure, excuse-moi. En fait, c'est du lithium qui est dissous dans Ouais. de l'eau qu'on Oui. va couper. Oui. Il existe du lithium en roche. Roche dure, dans des
pragmatique dans certains types de minéraux. Ça, c'est des ressources qui existent aussi déjà actuellement et dont les procédés sont pas encore totalement démocratisés. Ça dépend aussi du coût de l'exploitation. Mais on a des ressources en lithium ailleurs et il y en a en Europe et il y en a même en France. Il y en a un petit qui a été publié par le BRGM il n'y a pas très longtemps. Et une des questions liées à celle-là, c'est que les pays andins se disent on a la source de lithium, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que s'ils ne mettent pas en place les conditions de l'exploitation, ben on ira exploiter le lithium chez nous, enfin comme on le fait déjà en Australie, et puis il y a d'autres types de gisements. Donc la poule aux œufs d'or peut très bien changer de pays. Ouais. Alors, Michel, vous multipliez Là, on avait, j'avais un début de réponse à ma question, mais qui est matériellement parlant, comment ça se présente le lithium? Tout à l'heure, vous avez montré, vous avez un transformant d'un l'assèchement. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste des sels de lithium en fait qui sont avec des carbonates, donc ça fait une espèce de poudre blanche. Pour la mine, après il y a des minerais de lithium. Je ne sais pas vous décrire ça mieux que moi, c'est votre spécialité. Le lithium, en fait, est dissous dans des liquides qui sont extrêmement riches. Donc, ils sont pompés. Alors, on parle de lac de sel, mais en fait, il n'y a pas d'eau en surface. Hein. L'eau, elle est dans les sels. Et donc, tout, c'est de faire un forage, de pomper ce liquide-là et de le remettre au niveau de l'énergie solaire naturelle pour que ça s'évapore et que le lithium se concentre au fur et à mesure dans le liquide résiduel. Et à partir de ça, on va précipiter des carbonates de lithium qui sont vendus. La différence, c'est qu'au niveau de la concurrence aussi entre Bolivie, Argentine et Chili, c'est que la Bolivie a voulu implanter en fait le développement industriel des batteries sur leur site. Et quand le groupe Eramet français a voulu se développer sur le lithium et a exploré en Amérique du Sud, ils sont allés en Bolivie au départ. Mais on demandait au groupe industriel de développer la filière sur place de batteries, de construction de batteries, pour en fait faire beaucoup plus de plus-value dans le pays, pour avoir toute la chaîne de fabrication des produits finis, qui ont beaucoup plus de valeur et qu'on vend beaucoup plus cher. Et à côté, en fait, on peut, en Argentine, on peut aller exploiter et en fait finalement tirer le carbonate de lithium et après le vendre ailleurs pour que la batterie soit fabriquée ailleurs. C'est peut-être ce qui a freiné finalement le projet industriel en Bolivie qui est comme d'habitude sur le papier, on se dit quelle idée formidable et en fait on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Qui voulait apporter plus à son pays et qui voulait dans le négoce avoir plus de plus-value et fabriquer les batteries directement sur place. Finalement, on voit que l'Argentine a beaucoup plus de permis d'exploitants qui sont vus à l'extérieur. Et tout est une histoire aussi de réglementation et de politique derrière. On va essayer le monsieur dans le fond pour voir si... Population locale, comment ils font pour vivre sans électricité et à quoi servent les centrales électriques, les centrales solaires qui sont accordées là-bas? Alors, on a vécu sans électricité pendant combien de siècles? Donc je continue. Voilà. Et en Argentine, il y a des programmes d'électrification rurale, comme il y en a à peu près dans tous les pays du monde, c'est-à-dire qui consistent à mettre soit un micro-réseau dans le village, soit des panneaux solaires sur le toit de l'école pour qu'il y ait des équipements minimaux. Et l'autre question, c'était quoi? Excusez-moi. À quoi servent les centrales Alors, les centrales solaires, elles servent toute cette région. Vous avez à la fois des centrales thermiques sur la côte, des centrales à charbon, vous avez des centrales à gaz en Argentine, vous avez des centrales solaires en construction. Ça sert aux mines, et notamment aux mines de cuivre, parce que les mines de cuivre, tant qu'on n'est pas passé sur les petites plantes qui bouffent le cuivre, mais on a des activités qui demandent énormément d'électricité, qui sont électro-intensives. Il y a des gens qui connaissent bien ça. Oui, monsieur aussi, puis là-bas, on termine.
Oui, sur la question de l'accès à l'eau, vous avez précisé que c'était du coup un facteur problématique, et il me semble que l'exploitation du cuivre nécessite aussi pas mal de ressources en eau. Oui. Est-ce que, au vu des développements qui sont envisagés justement pour cette poule aux œufs d'or, l'eau pourrait vraiment devenir le facteur très limitant de ce développement? Il me semble que oui. C'est pour ça qu'actuellement, les entreprises minières du cuivre au Chili, c'est-à-dire principalement Codelco, la grande entreprise nationale, mais qui n'est pas la seule, travaillent dans deux directions. La première, c'est des technologies qui nécessiteraient moins d'eau, donc notamment avec ce qui a été décrit tout à l'heure, des micro-organismes qui concentrent le cuivre au lieu de faire des grandes bassines où on mélange le cuivre avec des réactifs. Et puis, la deuxième réponse, c'est la désalinisation de l'eau de mer. Donc, le Chili a des projets avancés pour installer des centrales de désalinisation et de repomper l'eau vers la cordillère. Ce qui reboucle avec la question énergétique, du coup. Ce qui remet en question la question énergétique. Voilà. Voilà. Monsieur. Au niveau des codes miniers des trois pays, est-ce que les concessions pour des contrats sont négociées au niveau national ou au niveau territorial, disons? En Chili et en Bolivie, c'est des négociations nationales. En Argentine, c'est des négociations locales. La constitution de 1994 en Argentine a donné le domaine minier aux gouvernements provinciaux, donc aux régions. Et ce qu'on a constaté, nous, en travaillant sur le pétrole, c'est que, évidemment, les régions, elles négocient pas très très bien leurs concessions minières, moins bien que le font les États nationaux, en termes notamment de paiement après par les exploitants. Je propose qu'on passe au débat.